Je m'appelle Camille. J'ai 31 ans et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, mon adresse a été un loft au 3e étage d'une ancienne usine de Montreuil qui sentait la rouille et le béton humide. Puis la banlieue est devenue à la mode. Les ruelles se sont parées de guirlandes guinguettes. Les entrepôts sont devenus des galeries d'art. Les loyers sont devenus prédateurs. Mon loft n'était pas un faire-valoir pour me vanter. C'était une cicatrice et un sanctuaire. Il appartenait à mon grand-père avant d'être à moi. Mon grand-père le peintre. Mon grand-père qui m'a élevé après la mort de ma grand-mère, quand mes parents sont devenus de simples silhouettes trop occupées. Il m'a appris à tendre une toile si fort qu'elle chantait quand on la tapotait. Il m'a appris que le silence peut être une arme si on sait bien viser. Il m'a appris à fixer un mur blanc jusqu'à ce qu'il cesse d'être une menace. À sa mort, il m'a légué le loft. Pas parce qu'il avait de la valeur, bien que ce soit devenu le cas plus tard, mais parce qu'il était à moi dans une famille où à moi a toujours signifié temporaire. Dans ma famille, mon frère Hugo est l'avenir. Il est sur le point de percer depuis sa sortie d'école de commerce. Toujours à un investisseur prêt, à un pitch prêt, à un miracle prêt. Mes parents parlent de lui comme s'il était un lever de soleil qu'ils avaient personnellement programmé. Moi, je suis l'autre, la fille talentueuse mais instable, celle dont le succès est traité comme un accident curieux. Mes expositions sont sympas. Mes commandes sont amusantes. Mon travail est une phase qui a duré assez longtemps pour les mettre mal à l'aise. Et l'arrangement était simple. Je gagnais ma vie. J'aidais. Je ne demandais pas grand-chose. J'étais utile. J'étais toléré. Berlin a rompu ce charme. Pendant 3 mois, j'ai été anonyme. Personne ne m'a demandé d'être pragmatique. Personne ne m'a appelé pour emprunter mes compétences. J'ai peint jusqu'à m'en faire mal au poignet, le cœur enfin léger. J'ai commencé une série qui me terrifiait depuis des années. Un travail sur l'héritage, sur le fait de n'être aimé que lorsqu'on est utile, sur les pièces qui se souviennent. J'ai pris mon vol de retour avec du fusain sous les ongles et un plan stupide et plein d'espoir, terminé la série dans mon loft, dans cette lumière que mon grand-père chassait à travers ses fenêtres. Le VTC a tourné dans ma rue et mon cerveau a refusé de croire ce que mes yeux voyaient. Des échafaudages, des poteaux métalliques et des filets recouvraient mon immeuble, comme s'il avait été emballé pour être expédié. Des hommes en casque de chantier se déplaçaient comme s'ils étaient les propriétaires du trottoir. Une benne à gravats trônait devant, remplie de morceaux de placo cassés et de bois éclatés empilés comme des os. Je suis sorti avant même que le chauffeur ne s'arrête complètement. La porte d'entrée était bloquée par un seau. À l'intérieur, le couloir semblait avoir été écorché, boîte aux lettres arrachées, affiches décollées, peinture grattée jusqu'à laisser de pâles rectangles. L'air avait le goût de la poussière. « Je peux vous aider » a lancé un homme. Il tenait une tablette d'une main et affichait ce genre de calme que l'on n'a que lorsqu'on est autorisé à être là. « Je suis Camille » ai-je dit en forçant ma voix à rester stable. L'O3C. C'est mon atelier. Il a tapoté son écran. 3C, a-t-il répété. Rénovation complète. Vos affaires ont été transférées dans un garde-meuble. Les nouveaux propriétaires ont commencé la démolition hier. Nouveaux propriétaires. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Je n'ai pas vendu, ai-je répondu. Il m'a lancé un regard à la fois poli et définitif. Je suis désolé, madame. Je ne fais que suivre le planning. Mon téléphone a vibré. Maman, ne fais pas de drame. Nous avons pris une décision financière raisonnable. Hugo avait besoin de capital, d'une preuve d'actif pour boucler sa levée de fonds. Tu peux peindre n'importe où. Je l'ai lu 2 fois. Ma gorge s'est serrée au point que j'ai eu l'impression d'avoir avalé du sable. J'ai appelé, parce qu'une partie stupide de moi croyait encore au malentendu. C'est mon père qui a décroché. Camille, a-t-il dit comme si j'étais en retard pour le dîner. Tu es rentré. Vous avez vendu mon atelier, ai-je demandé. Un silence. Ni choc, ni culpabilité. Juste de l'irritation, comme si je lui avais demandé de justifier une facture. C'était un investissement, a-t-il dit. Pour la famille. Pour Hugo, ai-je rectifié. Ne commence pas, a-t-il mis en garde. Ma mère est intervenue, la voix aussi tranchante qu'un couteau. Tu t'emballes pour rien.
Je suis devant mon immeuble, ai-je dit. Ils sont en train de tout démolir. Et tu t'en remettras, a-t-elle répondu, le ton vif et assuré. Comme toujours. Tu peux peindre n'importe où. J'ai entendu Hugo rire en arrière-plan. Ce son a réveillé quelque chose de sombre en moi. Passe-le-moi, ai-je exigé. Il a pris le téléphone comme s'il me faisait une faveur. Camille, a-t-il soufflé, déjà fatigué. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Comme quoi, ai-je demandé. Avec mes murs dans une benne à ordures? J'avais besoin de liquidité, a-t-il dit, comme s'il récitait son business plan. Le timing était crucial. Ce n'est pas personnel. C'est juste un espace. C'est mon grand-père, ai-je répondu. C'est une pièce, a-t-il corrigé. Plus sec, cette fois. Et tu ne l'utilises même pas de manière rentable. Je construis une entreprise évolutive. Les investisseurs n'attendent pas après tes états d'âme. J'ai attendu que ma mère le réprimande pour sa cruauté. Elle ne l'a pas fait. Le silence est une réponse. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. La colère me tenait droite, comme une colonne vertébrale dont j'ignorais l'existence. J'ai appelé Inès. Inès n'était pas une amie avec qui j'allais boire des verres. C'était une avocate que j'avais rencontrée par l'intermédiaire d'un collectionneur qui aimait autant l'art que les procès. Inès traitait des faits. Les larmes ne l'effrayaient pas, mais elle ne les encourageait pas non plus. Envoie-moi tout, a-t-elle dit. SMS, email, tout ce qui prouve comment ils ont présenté la vente. Et ne leur parle pas sans moi. Dans son cabinet le lendemain matin, elle allumait documents avec cette attention lente que mes parents ne m'avaient jamais accordée. Il y a un problème dans la manière dont cela a été vendu, a-t-elle déclaré. Quel genre de problème? Mon estomac s'est noué avant même qu'elle ne termine. Ce n'est pas une simple servitude d'usage, a-t-elle dit, comme pour corriger une idée fausse que je n'avais même pas. C'est une division en volume. Ton grand-père a mis ça en place il y a des années. J'ai scié. Une division? Comment ça? La structure du bâtiment et l'intérieur du lot sont juridiquement distincts. A expliqué Inès en tapotant la page. Le promoteur peut acheter l'immeuble. Le syndic peut contrôler les parties communes. Mais les aménagements intérieurs, les cloisons de l'atelier, les droits sur les volumes intérieurs liés au lot 3C, cela t'appartient séparément. Il n'avait pas le droit de les céder. Je l'ai dévisagé. Donc mes parents ne pouvaient pas le vendre? Ils pouvaient vendre ce qu'ils pensaient être l'atelier, la quote-part de la structure, la ligne sur une brochure, a-t-elle précisé, mais ils ne pouvaient pas vendre la partie qui a de la valeur. Pas sans toi. Inès a sorti le dossier de vente notarié. Ma signature y figurait. Pas exactement la mienne, mais assez ressemblante pour tromper des gens qui traitent la paperasse comme on sert un fast-food. Le pire, c'était la lettre jointe, tapée de manière formelle, un vrai poison. Elle me décrivait comme une artiste excentrique avec un passif d'instabilité, incapable de gérer ses actifs de manière responsable et nécessitant la supervision de sa famille. Je suis resté assise là, à lire comment on m'avait transformé en un passif financier. Plus une fille, mais un problème avec une solution. Ils n'ont pas juste volé, ai-je dit, ma voix semblant venir de loin. Ils ont essayé de m'effacer. Le regard d'Inès est resté imperturbable. Ils ont essayé de te rendre jetable, a-t-elle corrigé. Il y a préméditation. Puis elle a fait ce que ma famille n'avait jamais fait. Elle a agi comme si ce qui m'arrivait comptait. Nous avons déposé un référé en urgence, une demande d'arrêt des travaux, une plainte pour fraude, une mise en demeure au promoteur l'informant que les droits intérieurs n'avaient pas été cédés. Et un avertissement que toute poursuite de la démolition l'exposerait à des dommages et intérêts pour destruction de biens n'appartenant pas à l'acheteur. Dans l'après-midi, ma mère a appelé 12 fois. J'ai laissé sonner. L'ancienne moi aurait répondu pour maintenir la paix. La nouvelle moi a regardé le téléphone comme si c'était un serpent. 2 jours plus tard, ils ont débarqué dans mon appartement de location temporaire comme s'ils venaient recadrer une employée. Ma mère est entrée sans demander. Mon père est resté derrière elle, le regard fatigué. Hugo se tenait là, son téléphone à la main, comme s'il cherchait la preuve que j'étais irrationnel. Tu as une mine affreuse, a lâché ma mère. Merci, ai-je répondu.
Le sarcasme était la seule chose qui empêchait mes mains de trembler. Nous devons parler comme des adultes, a-t-elle déclaré. Vous avez imité ma signature, ai-je rétorqué. Mon père a tressailli. Hugo a détourné le regard une demi-seconde. Trop vite. Coupable. Ma mère n'a pas scié. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Pour Hugo, ai-je dit. Pour la famille, a-t-elle corrigé, comme si cela rendait la chose sacrée. Hugo s'est avancé, laissant poindre son impatience. L'injonction effraie tout le monde, a-t-il lancé. Ça plombe ma trésorerie. J'ai une levée de fonds à boucler. J'ai besoin d'actifs sur papier. J'ai besoin de stabilité. Mes murs sont dans une benne, ai-je répondu. Mais bien sûr, parlons de ta trésorerie. Il a fait la moue. Un atelier de remplacement, ai-je lâché, comme si tu m'achetais un nouveau passé. La mâchoire de ma mère s'est crispée. Tu es trop sentimental. C'est ta faiblesse. Et voilà. Encore une fois, ils étiquetaient tout ce qui en moi ne leur servait pas. Tu peux peindre n'importe où, a-t-elle répété, lentement, comme pour me gronder. Tu n'as pas besoin de cet immeuble. Je l'ai regardé et soudain, tout est devenu clair. Ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient juste agacés que je leur résiste. Inès m'avait conseillé de leur donner rendez-vous sur le chantier, non pas pour tourner la page, mais pour marquer le coup, avec des témoins, pour le moment précis qui ferait imploser leur belle histoire. Le ciel était gris quand nous nous sommes retrouvés sous les échafaudages. Les filets frissonnaient dans le vent comme un rideau bon marché essayant de cacher un crime. Ma mère fixait le bâtiment comme s'il l'offensait. Regarde, a-t-elle dit. C'est le progrès. Tu devrais être reconnaissante. Les yeux d'Hugo étaient cernés de rouge. Le stress, pas les remords. S'il te plaît, annule tout ça, a-t-il imploré. On peut arranger les choses. S'il te plaît, Camille, je t'en prie. Venant de lui, cela sonnait comme une exigence déguisée en politesse. Ma mère s'est tournée vers moi, irritée. Arrête de te réjouir de la situation. J'ai failli rire. Failli. Elle a répété sa réplique préférée comme une formule magique, tu peux peindre n'importe où. J'ai souri. Hugo a craqué, qu'est-ce qui te fait rire? Cette question, tranchante, méfiante, m'a enfin paru sincère, car il sentait que le pouvoir venait de changer de camp et ça les terrifiait. J'ai répondu doucement, l'atelier que vous avez vendu était en fait. Et je me suis arrêté. Le silence est une pression. Laisse-la monter. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Termine ta phrase, a-t-elle sifflé. Inès s'est avancée avec un dossier et a tendu une page. Pas de drame. Chirurgical. Vos parents n'ont pas vendu ce qu'ils pensent avoir vendu, a déclaré Inès. Cette transaction ne cède pas les droits sur l'intérieur du lot 3C. Elle ne cède pas les aménagements de l'atelier. Elle ne cède pas les droits sur les volumes liés à l'appartement. Ceux-ci appartiennent exclusivement à Camille. Pendant une seconde parfaite, personne n'a parlé. Puis, le visage d'Hugo s'est vidé de son sang. Droit sur l'intérieur. Ma mère a eu un rire forcé. Ça n'existe pas. Si, ça existe, a répondu Inès. Et si votre entrepreneur continue d'arracher ce que vous ne possédez pas, nous ajouterons les chefs d'accusation de destruction et de détournement de biens. La voix de mon père s'est faite toute petite. Camille, nous ne savions pas. Tu n'as pas lu. Je l'ai lu. C'est vous qui ne vous êtes pas donné la peine de lire, ai-je répondu calmement, comme une lame qui s'enfonce. Il ne vous a jamais appartenu pour que vous puissiez le vendre. Et c'est là qu'ils se sont mis à hurler. Ma mère d'abord, un son brut, furieux, comme si elle pouvait faire fuir la loi en criant. Tu as fait ça pour nous punir, a-t-elle hurlé. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. Hugo s'est pris la tête à deux mains, la voix brisée par la panique. Répare ça, a-t-il dit. Camille, répare ça. Appelle-les. Dis-leur que tout va bien. Dis-leur. Dis-leur ce que je t'ai demandé. Qu'il avait un droit de vie ou de mort sur mon existence. Il s'est approché, le regard fou. Tu me dois bien ça. Tu aides toujours. Ma mère a pointé un doigt hargneux vers ma poitrine.
Tu es une égoïste, a-t-elle craché. Tu es en train de détruire ton frère. Je l'ai regardé et j'ai entendu la voix de mon grand-père résonner dans ma tête, douce comme une menthe à l'eau, le silence peut être une arme. Alors, je l'ai utilisé. J'ai laissé leurs mots flotter dans la poussière. J'ai laissé les ouvriers écouter. J'ai laissé le chef de chantier dévisager la scène. J'ai laissé le représentant du promoteur, arriver en plein milieu des hurlements, regarder ma famille se découdre comme une couture bon marché. Inès n'a pas haussé le ton. Elle n'en avait pas besoin. Tout contact ultérieur passera par mon cabinet, a-t-elle annoncé. Approchez-vous encore de Camille et nous porterons plainte pour harcèlement. La falsification de signature est un délit pénal. La vente est caduque. Les travaux à l'intérieur sont gelés. Gelés. Ce mot a résonné comme un coup de marteau de juge. Avant la date de l'audience, je suis allé au garde-meuble dont le chef de chantier avait parlé. C'était en périphérie de la ville, un labyrinthe de portes métalliques sous le bourdonnement des néons, le genre d'endroit où les gens cachent les divorces et les parents morts dans des cartons. Un employé a fait glisser une clé sur le comptoir sans me regarder. Box 48B, signé ici. À l'intérieur, ma vie était empilée comme des bagages, des toiles emballées dans du plastique, des caisses étiquetées au marqueur noir. Le vieux tabouret en bois de mon grand-père était coincé entre la commode abandonnée d'un inconnu et un carton de décoration de Noël. Le tabouret avait une entaille sur l'assise, faite quand j'avais 12 ans et que j'avais fait tomber un couteau à peindre. Mon premier petit crime, ma première leçon que les accidents laissent des preuves. J'ai posé ma main sur le bois et enfin, mon corps m'a autorisé à ressentir la douleur. Pas le grand chagrin digne d'un film. Le genre de douleur plus petite, plus sournoise. Celle qui vous brûle les yeux et vous crispe la mâchoire parce que pleurer ressemble à une capitulation. Ma mère a appelé pendant que j'étais planté là. Évidemment. Celui-là, j'y ai répondu. Pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que je voulais entendre la température de sa voix maintenant que les conséquences frappaient à sa porte. Elle n'a pas dit bonjour. Inès menace ton père, a-t-elle aboyé. Elle nomme vos choix, ai-je répondu. C'est de la folie, a sifflé ma mère. Nous essayons de sauver ton frère. En me vendant, ai-je dit. Un silence, puis cette fameuse douceur toxique, ma chérie, s'il te plaît, tu vas trop loin. J'ai regardé le tabouret, la peinture séchée piégée dans le grain du bois comme des empreintes digitales. Aller trop loin, c'était imiter ma signature, ai-je rétorqué. La voix de mon père a pris le relais, basse et lasse. Camille, nous sommes tes parents. Non, ai-je dit, vous êtes des gens qui avaient les clés de chez moi. Hugo a arraché le téléphone, bruyant, frénétique. Je ne peux pas tout perdre, a-t-il lâché d'une traite. Cette levée de fonds s'effondre sans garantie. C'est ma vie. Signe juste un papier. Dis-leur que tu approuves. On se fera pardonner. Vous faire pardonner? Ai-je répété, presque amusé. Avec quoi? Avec un autre mensonge? Il a dégluti difficilement et, pour la première fois, j'ai entendu de la peur dénuée d'arrogance. Camille, s'il te plaît. L'ancienne moi se serait adoucie. L'ancienne moi aurait entendu ce « s'il te plaît » et se serait précipitée pour être celle qui répare tout. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Pas après avoir vu ma signature transformée en déguisement. Je raccroche, ai-je dit. Si vous rappelez, ça passe par Inès. À l'audience de référé, mes parents étaient assis derrière leur avocat, vêtus de vêtements qui hurlaient la respectabilité. Ma mère gardait le menton levé, comme si le simple concept de règle l'offensait. Mon père donnait l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Hugo ne tenait pas en place. Son genou sautait comme le métronome de la panique. Inès n'a pas fait de théâtre. Elle a empilé les faits comme des briques. La division en volumes, la signature falsifiée, la lettre diffamatoire sur mon instabilité, et la chronologie montrant que la vente avait été accélérée pour respecter l'échéance d'Hugo. Le visage du juge est resté de marbre, mais ses questions sont devenues de plus en plus froides au fil des minutes. Lorsqu'il a ordonné l'arrêt définitif des travaux, le corps d'Hugo s'est affaissé, comme si quelqu'un avait coupé la ficelle qui le tenait droit. À la sortie du tribunal, ma mère a tenté une dernière approche. Elle m'a barré la route, les yeux brillants. Tu fais ça parce que tu nous détestes, a-t-elle murmuré.
Je l'ai regardé attentivement, comme si je percevais enfin sa véritable structure. Non, ai-je répondu. Je fais ça parce que j'ai enfin décidé de m'aimer davantage que votre approbation. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Puis son expression s'est durcie pour redevenir ce masclé et familier. Il a toujours fallu que tu fasses ta diva, a-t-elle craché en se détournant, comme si j'étais une étrangère qui l'avait importunée. Peut-être bien. Et c'était peut-être la première réaction saine que j'ai jamais eue dans cette famille. Quelques semaines plus tard, la vente a été officiellement annulée, du moins la partie qui pouvait l'être. Le promoteur a négocié pour sauver le projet de structure, mais les droits sur l'intérieur sont restés là où ils avaient toujours été, avec moi. L'enquête pour faux et usage de faux a suivi son cours. Les investisseurs d'Hugo ont cessé de prendre ses appels. Mes parents ont commencé à parler le langage des conséquences pour la première fois de leur vie. Et la mairie, par le biais d'un programme avec lequel mon grand-père avait discrètement collaboré, m'a offert la gestion de l'espace dans lequel j'avais bâti mon œuvre. Pas la propriété au sens avide du terme. Une responsabilité, une autorité, une clé qui ne dépendait de l'approbation de personne. La première fois que je suis retourné dans mon loft, je ne m'y suis pas senti chez moi. Les murs étaient balafrés. Le sol était à nu. La lumière filtrait toujours, aussi têtue que jamais, perçant la poussière pour venir se poser à l'endroit exact où se trouvait autrefois mon chevalet. Je me suis tenu au milieu des décombres, attendant que le chagrin m'engloutisse. À la place, j'ai ressenti quelque chose de plus solide. Ils n'avaient pas détruit ma vie. Ils avaient détruit une illusion. Celle où je devais sans cesse mériter ma place dans ma propre famille en la payant. J'ai sorti un morceau de fusain de mon sac. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai trouvé une plaque de placo neuve qui n'avait pas encore été peinte et j'ai tracé la première ligne. Sombre, nette, sans aucune excuse. Il voulait transformer cet endroit en capitale. Je l'ai retransformé en sang.